Lors du dîner de célébration de mon frère, ma mère a souri, tu déménages pour qu'il puisse avoir ta chambre, nous allons t'aider à faire tes cartons. J'ai simplement hoché la tête et répondu calmement, d'accord, mais vous avez oublié qui possède réellement cette maison. Au moment où je l'ai dit, leurs rires se sont arrêtés. Ma famille m'a tendu une embuscade au dîner, annonçant que mon frère allait prendre ma chambre. Ils ont tous ri, s'attendant à ce que je fasse mes valises. J'ai juste souri parce que ce qu'ils avaient opportunément oublié, c'était que mon nom figurait sur l'acte de propriété et que mon avocat rédigeait déjà leurs avis d'expulsion. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe. Assurez-vous d'être abonné pour voir jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Le poids oppressant de la semaine s'accrochait encore à mes épaules alors que je me garais dans l'allée du La Belle Vie, un restaurant que ma famille n'aurait jamais pu s'offrir par elle-même. En tant qu'analyste financière, la fin du trimestre était toujours un marathon brutal et écrasant de feuilles de calcul et de projections. J'étais épuisé, fonctionnant à l'énergie du désespoir et au café tiède qui avait été ma principale source de nutrition au cours des 72 dernières heures. Tout ce que je voulais, c'était une soirée tranquille, un repas simple, et peut-être une lueur de la chaleur familiale que j'espérais toujours trouver juste au coin de la rue, malgré des années de preuves du contraire. Ma mère, Brenda, avait appelé 3 fois ce jour-là pour confirmer que je venais. C'est une nuit très spéciale, Georgia, a-t-elle gazouillé, la voix teintée d'une excitation qui m'impliquait rarement. Nous célébrons la promotion de Léo. Tu dois être là. Léo, mon jeune frère, était le fils autour duquel gravitait l'univers de notre famille. Chacune de ses petites réussites était un motif de parade. Chacun de ses caprices, un décret royal. Sa promotion d'associé en marketing junior à cadre en marketing était, aux yeux de ma mère, comparable à une nomination pour le prix Nobel. J'étais sincèrement heureuse pour lui, bien sûr, mais cette fanfare forcée semblait toujours un peu creuse, un peu répétée. Pourtant, j'avais mis ma plus belle robe, une simple robe fourreau bleu marine qui faisait professionnelle et discrète, et j'avais conduit 40 minutes à travers la ville pour jouer mon rôle. Je les ai trouvés à une grande table ronde au centre de la somptueuse salle à manger. Mon père, Richard, m'a fait un bref signe de tête distrait, son attention retournant déjà à la carte des vins. Ma mère rayonnait, la main posée fièrement sur l'épaule de Léo. Léo, l'air suffisant et séduisant dans un costume juste un peu trop serré, tenait sa cour, les régalant d'une histoire sur sa brillance dans la salle de réunion. « Georgia, tu as réussi à venir », s'est exclamée ma mère, comme si mon arrivée était une délicieuse surprise plutôt qu'une apparition obligatoire. Elle a fait un geste vers le siège vide à côté d'elle, le plus éloigné de Léo. Je m'y suis glissé, le velours moelleux ne m'aidant guère à me sentir à l'aise. Le dîner s'est déroulé comme prévu. Un toast pour Léo. Un autre toast pour Léo. Un monologue détaillé de 5 minutes de ma mère sur les signes de génie qu'elle avait repérés chez lui lorsqu'il était tout petit. Mon père est intervenu avec des anecdotes sur les années de football au lycée de Léo. J'ai mangé mon bar en silence, offrant un sourire poli ou un hochement de tête quand la conversation l'exigeait. Je me sentais moins comme un membre de la famille et plus comme un membre du public, une figurante pour remplir une chaise lors d'une cérémonie de remise de prix pour une seule personne. Tu sais, avec cette promotion vient un plus gros salaire, a dit Léo en bombant le torse. Et plus de responsabilités. J'aurais besoin d'un vrai bureau à domicile, un espace où je pourrais vraiment me concentrer, tu sais. Ma chambre est tout simplement trop exiguë. Ma mère a vu l'ouverture comme un faucon fondant sur sa proie. Elle a posé sa fourchette avec un léger tintement, un geste théâtral conçu pour capter l'attention de tout le monde. Nous y avons pensé, n'est-ce pas, Richard? Mon père a grogné son assentiment, les yeux toujours sur son assiette. Le regard de Brenda a balayé la table et a atterri sur moi. Il y avait une lueur prédatrice dans ses yeux, un sourire triomphant jouant sur ses lèvres qui a envoyé un frisson d'effroi le long de ma colonne vertébrale. C'était ça, la vraie raison du dîner. Je n'étais pas seulement un membre du public. J'étais un accessoire dans le dernier acte. Georgia, chérie, a-t-elle commencé, sa voix dégoulinante d'une fausse douceur. L'air dans mes poumons s'est transformé en glace. Je savais avec une certitude absolue où cela menait. Léo a besoin d'un espace plus grand, a-t-elle continué, sa voix prenant de l'ampleur. Il a besoin d'une pièce qui reflète son nouveau statut. Ta chambre est la plus grande, Georgia.
Elle reçoit la meilleure lumière. Cela ferait un bureau parfait pour lui. La table est devenue silencieuse. Léo souriait d'un air suffisant dans son verre d'eau. Mon père examinait studieusement un petit pain. Le sourire de ma mère était large, plein d'attente. Donc, a-t-elle annoncé, sa voix résonnant avec une finalité joyeuse. Nous avons décidé. Il est temps pour toi de déménager. Léo prendra ta chambre. Nous t'aiderons à chercher un petit appartement quelque part. C'est gagnant-gagnant. Puis sont venus les rires. Cela a commencé par Léo, un petit rire bas et condescendant. Ma mère s'est jointe à lui, un rimant aigu. Même mon père a réussi à lâcher un petit rire faible et sifflant. Ils se moquaient de moi, de l'absurdité dans leur esprit que je puisse avoir la moindre objection. Ils riaient de la brillante simplicité de leur plan, un plan qui résolvait le problème de Léo entièrement à mes dépens. Ils m'ont regardé, le visage rouge de vin et de victoire, attendant que je me joigne à eux, que j'accepte ma rétrogradation avec un haussement d'épaules de bonne humeur. J'ai senti le sang quitter mon visage. La pièce a semblé basculer, le son de leur rire résonnant dans mes oreilles comme une moquerie cruelle. Pendant des années, j'avais été la personne responsable, le pilier silencieux, celle qui réparait les choses quand elles cassaient. J'avais fait des sacrifices. J'avais économisé. Je les avais soutenus d'une manière qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. Et c'était ma récompense, être publiquement jeté. Ma maison, mon espace, ma sécurité, donnée à mon frère comme un jouet d'occasion qu'il avait soudainement décidé de vouloir. Je regardais leur visage rieur, la cruauté désinvolte de tout cela. Ils me voyaient comme un élément temporaire, un bouche-trou dans ma propre vie. Un nœud de détermination froide et dure s'est formé au creux de mon estomac. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste pris une gorgée d'eau lente et délibérée. J'ai croisé le regard de ma mère et j'ai fait un petit hochement de tête presque imperceptible. D'accord, ai-je dit, la voix calme mais assurée. Leurs rires se sont calmés, remplacés par des sourires de soulagement. Ils avaient gagné. Ils pensaient que j'avais cédé, comme je le faisais toujours. Ils ont confondu mon silence avec de la soumission, mon hochement de tête avec un accord. Mais ils avaient tort. Ils avaient oublié le détail le plus important, un secret que j'avais gardé précieusement pendant 5 longues années. Ils voyaient un paillasson. Ils n'avaient aucune idée qu'ils parlaient à leur propriétaire. La trahison était plus vive et plus douloureuse qu'un coup physique. Le trajet en voiture pour rentrer à la maison a été une leçon magistrale de silence suffocant. Mes parents et Léo bavardaient sur le siège avant, leur conversation bourdonnant de projets pour la nouvelle suite de bureau de Léo. Ils discutaient des couleurs de peinture, de l'emplacement du bureau, et s'ils devaient prendre un bureau debout ou un bureau en acajou plus traditionnel. C'était comme si je n'étais pas là, un fantôme sur le siège arrière de ma propre voiture. Parce que bien sûr, nous avions pris ma voiture, la berline fiable que j'avais achetée avec mon propre argent, parce que la voiture de mon père était encore au garage. Je regardais par la fenêtre, les lumières de la ville se brouillant en longues traînées dénuées de sens. Chaque mention joyeuse de l'ancienne chambre de Georgia ressemblait à une petite coupure de papier sur mon âme. Ils ne prenaient pas seulement une chambre, ils m'effaçaient. Ils effaçaient les 16 années que j'avais passées entre ces 4 murs, l'endroit où j'avais étudié pour mes examens, pleuré sur des chagrins d'amour et rêvé d'un avenir qu'ils étaient maintenant en train de démanteler avec désinvolture. Quand nous sommes arrivés à la maison, la mascarade de la célébration a continué. Ma mère s'est affairée dans la cuisine pour faire du thé tandis que Léo est immédiatement monté à l'étage. J'ai entendu ses pas se déplacer juste au-dessus du salon, dans ma chambre. Il en mesurait l'espace, revendiquant son territoire avant même que je n'ai eu la chance de digérer l'avis d'expulsion servi au dessert. Mon père s'est enfoncé dans son fauteuil préféré et a ramassé le journal, disparaissant efficacement derrière un mur de caractères imprimés. Il avait joué son rôle, fourni l'approbation masculine silencieuse du décret de sa femme, et était maintenant absous de toute responsabilité émotionnelle supplémentaire. C'était sa spécialité, la complicité passive. Je me tenais dans l'entrée, mon sac à main toujours sur l'épaule, me sentant comme une intruse dans la maison que j'avais sauvée. Une vague de nausée m'a envahi. J'avais besoin d'air. J'ai marché jusqu'à la porte de derrière et je suis sorti sur le patio. L'air de la nuit était frais et vif, un soulagement bienvenu après l'atmosphère étouffante à l'intérieur. Je me suis appuyé contre la balustrade, écoutant le bourdonnement lointain de l'autoroute, et j'ai essayé de réguler ma respiration.
Il ne s'agissait pas seulement d'une chambre. Il s'agissait d'un modèle, toute une vie à être traitée comme secondaire, fonctionnelle et finalement jetable. Léo était le projet. J'étais l'échafaudage. Et maintenant que le projet approchait de ce qu'il considérait comme un chef-d'œuvre, l'échafaudage était en train d'être démoli. Quelques minutes plus tard, ma mère a fait glisser la porte vitrée. « Tu es là ?» a-t-elle dit, sa voix dépourvue de sa fausse douceur d'avant. Elle était plate, professionnelle. « Je disais justement à ton père, c'est pour le mieux, Georgia. Ça te fera du bien. Ça te forcera à grandir un peu. Je suis une adulte, maman, ai-je dit, ma voix étant à peine un murmure. J'ai une carrière. Je paie mes propres factures. Oui, eh bien, vivre à la maison à ton âge est un peu stagnant, tu ne trouves pas? A-t-elle dit en resserrant son gilet autour d'elle. Tes amis ont tous leur propre chez eux. Il est temps. L'hypocrisie était à couper le souffle. Elle ne me poussait pas hors du nid pour mon propre bien. Elle me jetait dehors pour faire de la place à son favori. Léo est tellement excité, a-t-elle poursuivi, inconsciente de mon tourment intérieur. Il a déjà des idées tirées d'un magazine de design. Il pense qu'un joli gris anthracite sur les murs ferait très professionnel. Je me suis contenté de la regarder, cette femme qui était ma mère, qui était censée me protéger, mais qui était au contraire l'architecte de ma ruine. Il n'y avait aucune empathie dans ses yeux, aucune lueur de compréhension pour ce qu'elle faisait. Il n'y avait que la satisfaction placide d'un problème résolu. Le problème de Léo. Je commencerai à chercher des appartements demain, ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Ma soumission a semblé lui plaire. Bonne fille, a-t-elle dit en me tapotant le bras avec condescendance. C'est l'esprit. Ne t'inquiète pas, nous ferons les cartons. Elle s'est retournée et est rentrée à l'intérieur, me laissant seul dans le noir. Je suis resté dehors pendant un long moment, laissant le froid pénétrer mes os. Ils agissaient avec un tel sentiment de droit, réorganisant ma vie comme s'il s'agissait d'un meuble. Ils considéraient mes contributions, mes sacrifices comme rien de plus que mon devoir, mon loyer pour exister dans leur orbite. Mais leurs plans, leurs rires, tout leur monde confortable, tout cela était construit sur des fondations qu'ils ne possédaient pas. Ils avaient complètement et totalement oublié qui détenait l'acte de propriété. Et ce seul fait crucial était sur le point de tout changer. Le lendemain matin, l'assaut a continué. Je me suis réveillé pour trouver une pile de brochures d'appartements à louer sur ma table de chevet. Ma mère avait encerclé plusieurs annonces dans des quartiers que je pouvais à peine m'offrir. Toutes de petites unités d'une chambre loin de mon travail. Un petit mot était joint, écrit de son écriture bouclée et joyeuse, quelques idées pour commencer. Bisous. Plus tard cet après-midi-là, je suis rentré des courses pour trouver Léo dans ma chambre avec un mètre ruban. Il mesurait le mur où se trouvait mon lit, un froncement de sourcils pensif sur le visage. « Tu penses qu'un bureau de 72 pouces, c'est trop pour ce mur ?» a-t-il demandé, non pas comme une question qui m'était adressée, mais comme si j'étais un fantôme avec qui il pensait à voix haute. Je n'ai pas répondu. Je suis resté dans l'embrasure de la porte à le regarder. Il était tellement absorbé par sa vision, si confiant dans sa revendication de mon espace qu'il n'a même pas remarqué la fureur froide qui émanait de moi. C'était un prince inspectant son nouveau domaine. J'ai fermé la porte doucement et je suis allé à mon bureau en bas, une petite pièce exiguë à côté de la cuisine qui avait été autrefois un cellier. C'est là que je travaillais, que je gérais mes finances et que je gardais les documents importants. Je me suis agenouillé et j'ai déverrouillé le tiroir du bas de mon classeur. J'ai poussé de côté les dossiers étiquetés impôts et investissements jusqu'à ce que mes doigts trouvent celui que je cherchais. C'était un épais dossier en accordéon simplement étiqueté maison. Je l'ai sorti et l'ai posé sur mon bureau. Mes mains tremblaient légèrement alors que j'ouvrais le fermoir. À l'intérieur, niché parmi les papiers d'assurance et les reçus d'impôts fonciers, se trouvait l'acte de renonciation, daté d'il y a 5 ans, signé par Richard et Brenda Miller, transférant l'entière propriété du bien situé au 42 Evergreen Lane à leur fille, Georgia Miller. Mon nom, ma maison. Ils pensaient me mettre à la porte. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils étaient des squatteurs. Le souvenir du jour où la maison est devenue la mienne était gravé dans mon cerveau, non pas avec le triomphe de la propriété, mais avec le désespoir silencieux qui y avait conduit. C'était il y a 6 ans. J'avais 22 ans, à peine un an après l'université,
et je commençais tout juste à trouver mes marques en tant qu'analyste junior dans un cabinet du centre-ville. Je travaillais 60 heures par semaine, alimenté par du café bon marché et l'ambition brûlante de me construire une vie, d'obtenir enfin mon propre appartement et de goûter à une véritable indépendance. Ce rêve s'est effondré lors d'un appel téléphonique avec ma mère. Sa voix était faible et tendue par une panique qu'elle essayait désespérément de cacher. L'entreprise de construction que dirigeait mon père avait traversé une mauvaise passe, une passe qui s'était transformée en un effondrement catastrophique. Un client important avait déclaré faillite sans payer, laissant mon père avec des coûts de matériaux massifs et des salaires qu'il ne pouvait pas honorer. Ils avaient contracté une deuxième hypothèque des années auparavant pour développer l'entreprise. Et maintenant, sans aucun revenu, la banque menaçait de saisir la maison. Je suis rentré à la maison ce week-end-là dans une maison enveloppée d'un sentiment d'effroi palpable. Le sourire perpétuel de ma mère avait disparu, remplacé par un froncement de sourcils permanent. Mon père, un homme qui avait toujours semblé si imposant et confiant, avait l'air ratatiné, vaincu. Il passait ses journées au téléphone à se disputer avec les fournisseurs et à supplier la banque, sa voix devenant plus faible à chaque appel raté. Léo, qui avait 19 ans à l'époque, gérait le stress en rentrant tard avec ses amis, traitant la maison comme un hôtel et évitant l'atmosphère lourde et anxieuse. Le premier avis de saisie est arrivé par lettre recommandée. C'est moi qui ai signé à la réception. J'ai regardé ma mère l'ouvrir, ses mains tremblant tellement qu'elle pouvait à peine déchirer l'enveloppe. Elle l'a lu, puis elle s'est effondrée, sanglotant à la table de la cuisine. C'est à ce moment-là que j'ai fait un choix. Mes rêves d'un appartement ensoleillé en centre-ville, de brunch le week-end et de décoration de mon propre espace pouvaient attendre. Ma famille était sur le point de tout perdre. Je me suis assise avec mes parents ce soir-là, avec mon ordinateur portable et tous mes relevés bancaires. Je leur ai montré mon salaire, mes économies et mon propre budget méticuleusement planifié. Je peux aider, leur ai-je dit. J'ai exposé un plan. Je transférerai mes économies sur leur compte pour couvrir les arriérés immédiats. Je prendrai en charge les paiements hypothécaires mensuels. Je mettrai en place un plan de paiement avec les compagnies d'électricité et d'eau. La totalité de mon salaire, moins le strict minimum dont j'avais besoin pour l'essence et mes dépenses personnelles, servirait à les maintenir à flot. Ma mère a pleuré de soulagement, me serrant si fort que je pouvais à peine respirer. Mon père, sa fierté blessée mais son désespoir plus grand, a simplement hoché la tête, incapable de croiser mon regard. Juste jusqu'à ce que je me remette sur pied, a-t-il marmonné. Se remettre sur pied a pris des années. L'entreprise ne s'est jamais redressée. Il a finalement pris un emploi de contremaître pour une autre entreprise, gagnant une fraction de ce qu'il gagnait auparavant, et j'ai continué à payer. J'ai payé l'hypothèque. J'ai payé les impôts fonciers. J'ai payé pour le nouveau chauffe-eau quand l'ancien a éclaté. J'ai payé pour la chirurgie dentaire de ma mère. J'ai payé l'assurance automobile de Léo. Mon nom est devenu un élément permanent sur chaque facture. Environ un an après le début de cet arrangement, j'ai réalisé la précarité de ma situation. Je versais tout mon avenir financier dans un actif qui ne m'appartenait pas légalement. S'il arrivait quoi que ce soit à mes parents, la maison, ainsi que mon investissement, serait bloqué dans l'homologation. Et avec Léo comme enfant favori, je n'avais aucun doute sur la personne à qui il l'aurait légué. J'ai demandé conseil à une clinique juridique gratuite. Un vieil avocat aimable a écouté mon histoire et m'a dit sans détour que je devais me protéger. Il a suggéré un acte de renonciation. C'était le moyen le plus simple de transférer la propriété. Aborder le sujet avec mes parents a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Ma mère s'est instantanément mise sur la défensive. C'est comme si tu ne nous faisais pas confiance, Georgia, avait-elle dit, la voix tranchante d'indignation. Il ne s'agit pas de confiance, ai-je expliqué calmement, répétant les mots de l'avocat. C'est une formalité pour la banque, pour des raisons fiscales. Cela rend les choses plus claires puisque c'est moi qui effectue tous les paiements. Rien ne changera. Ce sera toujours notre maison. Cela a pris des semaines de douce persuasion. Mon père, toujours pragmatique lorsqu'il s'agissait de questions juridiques, a finalement vu la logique. Il a convaincu ma mère. Nous sommes allés à l'étude d'un notaire un mardi après-midi. Ils ont signé les papiers avec des visages sombres. Ma mère ne m'a pas parlé pendant 3 jours après cela. Pour eux, c'était un bout de papier humiliant, un symbole de leur échec. Pour moi, c'était un bouclier.
Au cours des 5 années suivantes, la vie s'est installée dans une nouvelle normalité. J'ai reçu des promotions au travail. Mon salaire a augmenté et le fardeau financier s'est allégé. Mais la dynamique familiale s'était cristallisée. J'étais le pourvoyeur, le moteur fiable et invisible qui faisait tourner la maisonnée. Léo, quant à lui, a obtenu son diplôme universitaire et a dérivé à travers une série d'emplois cool avec peu de responsabilités, tout en étant félicité pour son potentiel. Mes parents, libérés du poids écrasant des dettes, ont semblé développer une amnésie sélective sur la façon dont ils avaient été sauvés. La maison était redevenue leur maison. Mon rôle de sauveuse a été opportunément oublié, et j'ai été relégué au rôle de la fille belle et permanente vivant sous leur toit. Maintenant, alors que je regardais l'acte entre mes mains, leur comportement au restaurant prenait un sens nouveau et horrifiant. Ils n'avaient pas seulement oublié mon sacrifice, ils l'avaient consciemment effacé. Dans leur esprit, ma propriété était une fiction juridique temporaire, un détail qui pouvait être ignoré maintenant qu'il était gênant. Ils croyaient vraiment avoir le droit de donner ma chambre, dans ma maison, à mon frère. Ils voyaient Léo comme l'avenir, l'étoile montante qui méritait le meilleur. Je n'étais que le passé, une dette qui avait été payée et qui pouvait maintenant être rejetée. Les sourires polis et hypocrites, les discours vagues sur mon avenir, les commentaires pointus de ma mère. Tout cela n'était qu'une représentation pour gérer leur propre culpabilité pendant qu'ils prenaient ce qu'ils voulaient. Léo, avec son sentiment de privilège narquois, était le parfait bénéficiaire de leur illusion. Il n'avait jamais eu à sacrifier quoi que ce soit, et il avait appris d'eux qu'il ne le ferait jamais. Il était l'enfant prodige, et il était sur le point d'obtenir son bureau en or, construit sur les fondations de l'œuvre de ma vie. Le tournant ne s'est pas produit avec un coup de tonnerre, mais avec le son doux et insidieux du carton raclant contre un parquet. C'était samedi, 2 jours après le dîner. Je travaillais dans mon petit bureau, essayant de me distraire avec des modèles financiers complexes, quand j'ai entendu les bruits venant du couloir à l'étage. Un bruit sourd, un grattement, un murmure de voix, ma mère et Léo. Une peur froide s'est enroulée dans mon estomac. J'ai mis ma conférence téléphonique en sourdine et je me suis glissé dans les escaliers. La porte de ma chambre était légèrement entr'ouverte. J'ai regardé à travers la fente. Ce que j'ai vu m'a envoyé une décharge de rage pure et absolue. Ma mère tenait un sac poubelle noir, y fourrant mes anciens trophées d'athlétisme du lycée. Léo prenait des livres sur mon étagère et les empilait au hasard dans une boîte en carton étiquetée Les Vieilleries de Georgia. Il ne prévoyait pas seulement de me mettre à la porte. Il commençait sans moi. Il traitait mes biens, les artefacts de ma vie, comme de l'encombrement à faire disparaître. Mais tout dans des boîtes, disait ma mère. Elle pourra trier quand elle trouvera un endroit. Nous devons vider cette pièce pour que les peintres puissent venir lundi. Lundi. Ils avaient programmé des peintres pour lundi. L'audace de la chose, le manque de respect pur et époustouflant, a fait craquer quelque chose en moi. La partie de moi qui avait toujours recherché la paix, qui avait toujours ravalé sa douleur pour le bien de l'harmonie familiale, a tout simplement disparu. Elle a été remplacée par une résolution froide et claire. Je n'étais plus une victime. J'étais la propriétaire du bien, et mes locataires étaient hors de contrôle. Je me suis reculé de la porte avant qu'ils ne puissent me voir, mon cœur battant à un rythme furieux contre mes côtes. Je suis retourné à mon bureau, mais pas pour travailler. J'ai sorti le dossier étiqueté maison. J'ai sorti l'acte et j'ai fixé mon nom imprimé en lettres claires et sans ambiguïté, Georgia Miller. C'était ma maison, mon château, et il était temps d'en fortifier les murs. Mon premier appel a été pour un homme nommé Arthur Vance. Il était associé dans un cabinet d'avocats respecté du centre-ville, spécialisé dans le droit immobilier et le droit de la propriété. J'avais été orienté vers lui par un vice-président principal de mon entreprise. Monsieur Vance, ai-je dit, la voix étonnamment assurée. Je m'appelle Georgia Miller. Je possède une propriété et les occupants actuels, qui se trouvent être ma famille, refusent de reconnaître ma propriété et tentent de m'expulser de ma propre chambre. J'ai besoin de comprendre la procédure légale d'expulsion dans cet état. Il y a eu un moment de silence à l'autre bout du fil. Eh bien, Madame Miller, a-t-il finalement dit, sa voix calme et professionnelle. C'est certainement une situation unique. Discutons-en. Pendant l'heure qui a suivi, Arthur est devenu mon stratège. Il était méthodique, direct et totalement dépourvu de sentimentalisme. Il a confirmé ce que je savais déjà.
L'acte de renonciation signé et enregistré était inattaquable. La maison était à moi et à moi seul. Mes parents et mon frère étaient, aux yeux de la loi, des locataires à titre précaire. Ils n'avaient pas de bail et ne payaient pas de loyer, ce qui signifiait que j'avais le droit de mettre fin à leur location avec un préavis approprié. La clé ici est de faire les choses dans les règles, a-t-il conseillé. Pas de débordements émotionnels, pas de confrontation dramatique avant d'avoir bien préparé votre terrain. La loi est de votre côté, mais vous devez suivre la procédure à la lettre. Cela rendra votre position inattaquable. Il a exposé le plan. Premièrement, il rédigerait un avis formel de quitter les lieux. Ce document juridique informerait ma famille qu'il était mis fin à leur location et leur donnerait le délai légal de 30 jours pour libérer les lieux. Deuxièmement, nous le ferions livrer par un huissier de justice professionnel. Cela les empêcherait de prétendre qu'ils ne l'ont jamais reçu. Troisièmement, s'ils refusaient de partir après 30 jours, nous déposerions une plainte pour occupation illégale et le shérif les expulserait physiquement. Cela semble dur, a dit Arthur doucement, mais leurs actions vous ont forcé la main. Vous protégez votre actif. Ces mots ont été comme un baume sur mes nerfs à vif. Ils ne me jugeaient pas. Ils validaient ma position. Ce n'était pas une petite querelle de famille. C'était une question juridique et financière. Je n'étais plus Georgia, la fille négligée. J'étais Madame Miller, la propriétaire de la maison, et je reprenais le contrôle. Rédiger l'avis, ai-je dit, la voix ferme. Je veux qu'il soit signifié lundi matin. Après l'appel, un étrange sentiment de calme s'est emparé de moi. Le piège intelligent n'était pas quelque chose que je devais tendre. C'était la vérité qu'ils avaient choisi d'ignorer. Mon enquête ne consistait pas à découvrir un sombre secret de leur part. Il s'agissait de m'armer du pouvoir clair et froid de la loi. J'ai passé le reste du week-end à jouer le rôle de la fille soumise et vaincue. Quand ma mère a mentionné les cartons dans le couloir, j'ai simplement hoché la tête et j'ai dit « merci pour l'aide ». Quand Léo a demandé si j'avais appelé certains des appartements des brochures, j'ai dit que je m'en occuperais lundi. Ils ont pris mon calme assidu pour de la douce acceptation. Ils n'avaient aucune idée que dans mon petit bureau, j'examinais des documents juridiques, je transférais des honoraires au cabinet d'Arthur Vance et je préparais une guerre dont ils ignoraient même qu'elle avait été déclarée. Ils étaient occupés à planifier la redécoration d'une seule pièce. J'étais occupé à planifier la récupération de toute la maison. Ils pensaient détenir tout le pouvoir, mais ils avaient oublié que le vrai pouvoir ne vient pas du fait d'être la personne la plus bruyante de la pièce. Il vient du fait de détenir l'acte de propriété. Le lundi matin est arrivé avec un sentiment palpable de tension. Les peintres devaient arriver à 10.00 pour faire un devis pour le nouveau bureau de Léo. Ma mère s'affairait dans la maison, un tourbillon d'énergie nerveuse, rangeant des choses qu'il était déjà. Léo avait pris sa journée pour superviser le projet, et il se prélassait sur l'îlot de la cuisine, faisant défiler des échantillons de peinture sur sa tablette. Moi, d'un autre côté, j'étais l'image même du calme. J'ai fait mon café, j'ai fait griller un bagel et je me suis assise à la table comme si c'était n'importe quel autre jour. Je savais que l'huissier devait arriver entre 9.00 et 9.30. Mon rôle était simple. Être présente, être silencieuse et laisser la machine juridique que j'avais mise en marche faire son travail. À 9.15, on a sonné à la porte. Ce doit être les peintres, a crié ma mère, s'essuyant les mains sur son tablier alors qu'elle se précipitait vers la porte. Léo, viens, ils sont en avance. Léo a flâné dans le couloir derrière elle. Je suis resté à la table de la cuisine, sirotant lentement mon café, mon cœur commençant à battre la chamade contre mes côtes. C'était le moment. Ma mère a ouvert la porte, le visage arborant un sourire de bienvenue. L'homme sur le pas de la porte n'était pas un peintre. C'était un homme trapu portant un polo banal, tenant un porte-bloc et une grande enveloppe Kraft. Brenda Miller, a-t-il demandé, sa voix plate et officielle. Le sourire de ma mère a vacillé. Oui. Ceci est pour vous, a-t-il dit en lui tendant l'enveloppe. Et j'en ai une pour Richard Miller et une pour Léo Miller. Mon père, attiré par la voix inhabituelle, était apparu du salon. Léo tendait le cou, un regard de confusion sur le visage. Qu'est-ce que c'est, a demandé mon père, prenant son enveloppe des mains de l'homme. Léo a accepté la sienne également. Vous avez été assigné, a simplement dit l'homme. Il a fait une coche sur son porte-bloc,
s'est retourné et a redescendu l'allée jusqu'à sa voiture. Ma mère a fermé la porte lentement, les yeux écarquillés par la confusion. Tous les trois se tenaient dans le couloir, fixant les enveloppes à l'allure officielle dans leurs mains. « Qu'est-ce que c'est que ça » a murmuré ma mère, déchirant la sienne. Mon père et Léo ont fait de même. J'ai entendu le bruissement du papier épais. Puis, une forte inspiration de ma mère. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle hurlé, la voix brisée. « Avise de quitter les lieux. 30 jours pour libérer les lieux. » Elle a levé les yeux du papier, le regard fou d'incrédulité, et il a atterri directement sur moi. J'étais toujours assise à la table, les observant par-dessus le bord de ma tasse de café. « Georgia » a dit mon père, sa voix étant un faible grondement de confusion. « Quelle est la signification de ceci? Est-ce une sorte de blague de mauvais goût ?» Le visage de Léo était un masque d'incrédulité arrogante. « Une blague? Ça vient d'un cabinet d'avocats. Elle a engagé un avocat. »« Tu as engagé un avocat contre ta propre famille » a-t-il craché en agitant le document vers moi. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon café avant de parler. J'ai soutenu le regard furieux de ma mère. « Ce n'est pas une blague » ai-je dit, d'une voix égale et calme. « C'est un avis légal. J'ai pensé qu'il serait préférable de traiter cela formellement. »« Traiter quoi » a pleuré ma mère en faisant irruption dans la cuisine. Elle a jeté les papiers sur la table devant moi. « Il n'y a rien à traiter. Nous te donnons beaucoup de temps pour trouver un nouvel endroit. Comment oses-tu faire ça? Vous semblez agir sous le coup d'une méprise, ai-je dit, posant ma tasse avec soin. C'était la première révélation, la première fissure que je plaçais dans leur monde illusoire. Vous ne pouvez pas m'expulser, car vous ne pouvez pas expulser quelqu'un de sa propre maison. Mon père s'est moqué. Ne sois pas ridicule, Georgia. C'est notre maison. Non, papa, ai-je dit en secouant la tête lentement. Elle ne l'est pas, plus maintenant. Elle ne l'est plus depuis 5 ans. Léo a laissé échapper un petit rire ressemblant à un aboiement. Oh, je vois ce que c'est. C'est à propos de ces stupides formalités administratives d'il y a des années. La formalité pour aider avec la banque. Tu ne peux pas vraiment penser que cela signifie quoi que ce soit. Cela signifie tout, Léo, ai-je répondu, ma voix se durcissant. Ça s'appelle un acte de renonciation. Cela signifie que maman et papa m'ont légalement cédé la propriété de ce bien. Je détiens le titre de propriété. Je paie l'hypothèque. Je paie les impôts. Cette maison, ai-je dit en faisant un geste autour de la cuisine, est mon bien, et vous trois êtes mes locataires. La couleur a quitté le visage de ma mère. Mon père m'a fixé, la bouche légèrement entr'ouverte, comme s'il essayait d'assimiler une langue étrangère. Le document juridique dans sa main semblait soudain beaucoup plus lourd. Le choc de Brenda s'est rapidement transformé en rage. Elle s'est penchée en avant, les mains à plat sur la table, le visage à quelques centimètres du mien. « Espèce de petite vipère ingrate » a-t-elle sifflé. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons donné un toit. » Non, les jeux corrigés, ma voix tombant dans un silence d'acier. « Je vous ai donné un toit. J'ai sauvé cette maison de la saisie quand vous étiez sur le point de tout perdre. Ces stupides formalités administratives étaient la seule chose qui protégeait l'argent que j'ai injecté dans cet endroit pour vous empêcher de vous retrouver à la rue. » Le sourire narquois de Léo avait disparu, remplacé par un rictus. « Et alors? Tu vas jeter ta propre famille à la rue pour une chambre? C'est pathétique, même pour toi. » « Vous n'êtes pas jeté à la rue pour une chambre, Léo, ai-je dit en me levant pour leur faire face. On vous demande de partir parce que vous m'avez montré sans la moindre équivoque que vous n'avez aucun respect pour moi ni pour ce que j'ai fait. Vous m'avez traité comme une servante et un obstacle. Vous avez décidé que ma maison était la vôtre pour la réattribuer comme bon vous semblait. Vous n'êtes pas en train d'être expulsé. Votre location est en train d'être résiliée. » On a sonné à nouveau à la porte. C'étaient les peintres. Ma mère est restée là à regarder, sans voix. Le monde qu'elle avait si soigneusement construit, où elle était la matriarche bienveillante et moi l'enfant obéissante, avait été brisé par un seul fait indéniable. Ses menaces, sa colère, son indignation théâtrale, tout cela était inutile. Elle criait après sa propriétaire, et son bail avait expiré. La semaine qui a suivi la signification de la vie a été une guerre froide menée entre les murs de ma propre maison. Ma famille n'a pas réagi par l'introspection ou le regret,
mais par une escalade de tactiques désespérées et maladroites. Ils ont oscillé sauvagement entre le chantage affectif et le déni total, refusant d'accepter la nouvelle réalité. La stratégie de ma mère était d'essayer d'utiliser la culpabilité comme arme. Elle me coinçait dans le couloir, les yeux embués de larmes de crocodile. « Comment peux-tu faire ça à ton père et à moi, Georgia? Nous sommes tes parents. Nous pourrions nous retrouver à la rue. C'est ce que tu veux? Nous voir sans abri? Je veux que vous respectiez ma propriété légale sur mon bien, répondais-je calmement, refusant de mordre à l'hameçon. Il vous reste 24 jours pour trouver un logement de remplacement. Mon père, d'un autre côté, a adopté une politique de silence hostile. Il m'ignorait ostensiblement, sortant d'une pièce au moment où j'y entrais. S'il devait me prêter attention, c'était avec un regard de pur mépris. Il voyait mes actions non pas comme une défense de ma propriété, mais comme l'acte ultime de trahison familiale. Lui, le patriarche qui n'avait pas réussi à subvenir aux besoins, ne supportait pas qu'on lui rappelle que sa fille était celle qui avait sauvé et qui contrôlait maintenant tout. Léo était peut-être le plus exaspérant. Son arrogance est revenue, mutée en une sorte de pétulance de défi. Il agissait comme si la vie d'expulsion était un inconvénient temporaire, une crise de colère qui me passerait bientôt. Il a continué à parler de son nouveau bureau, et un après-midi, je suis rentré pour le trouver au téléphone avec une entreprise de meubles, essayant de fixer une date de livraison pour un nouveau bureau. Ils peuvent le livrer le 20, a-t-il annoncé à la cantonade. Cela devrait donner à Georgia beaucoup de temps pour vider ses affaires. Je me suis approché, j'ai pris le téléphone de sa main et j'ai annulé la commande. Tu n'apporteras aucun nouveau meuble dans ma maison, Léo, ai-je dit, d'une voix dangereusement basse. Tu sembles confus. Tu pars. Tu ne redécores pas. Son visage a rougi de colère, mais pour la première fois, une lueur de véritable peur est apparue dans ses yeux. La réalité commençait à pénétrer son crâne épais. Le dossier que je préparais avec mon avocat, Arthur, ne concernait plus seulement l'expulsion. Il s'agissait de se préparer à leur prochain mouvement. Arthur m'a prévenu qu'il pourrait essayer de contester l'acte de propriété, prétendant qu'il l'avait signé sous la contrainte. C'est là que votre diligence devient votre bouclier, m'a-t-il dit lors d'un appel. Avez-vous des registres des paiements hypothécaires que vous avez effectués? Je les ai tous sans exception, ai-je dit. Les reçus d'impôts fonciers dans un dossier classé par année. Les réparations majeures, le chauffe-eau que vous avez mentionné, les réparations du toit d'il y a 2 ans. J'ai les factures et les chèques encaissés pour tout cela. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas l'intention de faire. Je triais de vieux relevés bancaires pour Arthur quand j'ai surpris mes parents dans le salon. Ils parlaient à voix basse et urgente, pensant que j'étais sorti. Il doit y avoir un moyen, disait ma mère. Nous ne pouvons pas simplement partir. C'est notre maison. Nous pourrions la vendre. Nous pourrions en tirer un excellent prix sur ce marché. Mon sang s'est glacé. La voix de mon père était lasse. Brenda, elle détient le titre. Nous n'avons aucune revendication légale. Ne sois pas si sûr, a-t-elle rétorqué. Je parlais à Martha, au bout de la rue. Son fils est avocat. Il a dit que nous pourrions faire valoir que nous avons été trompés, qu'elle a profité de nous lorsque nous étions vulnérables. Nous pourrions récupérer la maison, Richard. La vendre, partager l'argent et en finir avec elle. Léo pourrait avoir un acompte pour un appartement. Elle était là, la confirmation finale et choquante de leurs intentions. Il ne s'agissait pas seulement d'une chambre. Il ne s'agissait même pas seulement d'avoir un endroit où vivre. Il s'agissait de liquider mon actif, la maison que j'avais travaillé sans relâche pour sauver et entretenir, et de m'écarter complètement du tableau. Ils voulaient encaisser mes années de sacrifice et utiliser les bénéfices pour continuer à financer leur enfant prodige. C'était la dernière preuve dont j'avais besoin. La dernière petite once de doute qui me restait quant à savoir si je faisais la bonne chose s'est évaporée à cet instant. Le lendemain soir, j'ai convoqué une réunion de famille. Je leur ai dit d'être dans le salon à 19h00. Pas d'excuses. Ils se sont rassemblés à contre-cœur, assis en face de moi sur le canapé, un front uni de ressentiment bouillonnant. Je suis resté debout. Je sais que cette période a été difficile, ai-je commencé, ma voix dénuée d'émotion, et je sais que vous pensez que c'est injuste, alors je veux vous présenter quelques informations justes pour que nous soyons tous parfaitement clairs sur les faits.
J'ai posé un épais classeur sur la table basse entre nous. J'avais passé la nuit précédente à le compiler. Ceci, ai-je dit en tapotant la couverture, est un historique financier complet de cette maison pour les 6 dernières années. Je l'ai ouvert à la première page. Voici une copie du premier avis de saisie que vous avez reçu. Et ici, ai-je dit en tournant la page, se trouvent les relevés bancaires montrant le transfert de mon compte d'épargne vers le vôtre pour empêcher la saisie immédiate de la propriété. Le montant, si vous vous en souvenez, était de 32 000 €. Toutes les économies de ma vie à l'époque. J'ai tourné la page à nouveau. Voici un registre de chaque paiement hypothécaire effectué depuis ce jour. Tous tirés de mon compte bancaire personnel. Un total de 72 paiements consécutifs s'élevant à plus de 200 000 €. J'ai continué, page accablante après page accablante. Les reçus d'impôts fonciers, les paiements d'assurance habitation, la facture de 5 000 € pour le nouveau toit, la facture de 2 000 € pour les travaux de plomberie d'urgence. Tous payés par mois. Quand j'ai eu terminé, j'ai fermé le classeur. Cette maison n'est pas un concept émotionnel, ai-je dit, ma voix tranchant le silence stupéfait. C'est un actif financier, un actif que vous aviez perdu et que j'ai acheté par des années de travail et de sacrifice. Puis j'ai regardé directement ma mère. Et hier encore, je vous ai entendu discuter de vos plans pour m'enlever cet actif, le vendre et utiliser l'argent pour installer Léo dans un appartement. Vous n'essayez pas seulement de me virer de ma chambre. Vous prévoyez de voler tout mon investissement, tout mon avenir. Le silence dans la pièce était absolu. Le visage de ma mère était cendré. Mon père fixait le classeur comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Léo a regardé ses parents, puis moi. La suffisance avait finalement complètement disparu, remplacée par une compréhension naissante et horrifiée. Le charme était rompu. La preuve irréfutable, en noir et blanc, de leur sentiment de supériorité époustouflant était posée sur la table, et il n'y avait rien qu'ils puissent dire pour le nier. L'affrontement final n'a pas eu lieu avec des cris ou des larmes. Il a eu lieu avec le grondement silencieux et banal d'un camion de déménagement. Le délai de préavis de 30 jours devait expirer un vendredi. Le mercredi de cette dernière semaine, je suis rentré du travail pour trouver un grand camion de location jaune garé dans l'allée. Mon père et Léo étaient sur la pelouse de devant, se disputant sur la meilleure façon d'utiliser un diable pour déplacer le lourd buffet antique de la salle à manger. Ma mère dirigeait l'opération depuis le porche, un porte-bloc à la main, l'air stressé mais déterminé. Ils avaient clairement décidé d'attendre le dernier moment possible, gardant peut-être l'espoir que je céderais. Quand ils ont vu ma voiture se garer, ils se sont tous figés. La dispute a cessé. Le visage de ma mère s'est durci. C'était leur dernier acte de défi. Ils déménageaient, oui, mais à leurs propres conditions, se présentant comme les victimes de mes manœuvres froides et légalistes. Ils créaient un spectacle public pour les voisins, un tableau visuel d'une pauvre famille déplacée forcée de quitter sa maison. J'ai garé ma voiture dans la rue, je suis sorti et j'ai marché calmement dans l'allée. Je ne leur ai pas dit un mot. J'ai dépassé le camion, dépassé les cartons éparpillés sur la pelouse, et je suis entré dans la maison. Je pouvais sentir leurs yeux dans mon dos. Je suis allé directement à mon bureau et j'ai passé un coup de téléphone. Puis je suis allé dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau glacée, et j'ai attendu. 5 minutes plus tard, Léo a fait irruption dans la maison. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» a-t-il exigé. Juste passer à côté de nous comme si nous n'existions pas. Nous sommes dehors à nous casser le dos à cause de toi. Vous déménagez parce que votre location a été résiliée, Léo, ai-je dit sans le regarder. Tu as eu 30 jours pour planifier ça. Le fait que vous ayez attendu la dernière minute n'est pas mon problème. C'est incroyable, a-t-il marmonné, secouant la tête en retournant à grands pas à l'extérieur. Encore 10 minutes ont passé. Puis je l'ai vu. Une élégante voiture de ville noire s'est arrêtée sur le trottoir derrière le camion de déménagement. Arthur Vance est sorti côté passager, vêtu d'un costume anthracite impeccable et portant une mallette en cuir. Il était suivi d'un homme que j'ai reconnu d'après une photo qu'Arthur m'avait envoyée, Monsieur Henderson, un évaluateur immobilier professionnel. Je me suis avancé vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte.